c'est le meilleur sentiment que peut avoir un entrepreneur de voir son produit porté par quelqu'un. Il le porte fièrement et toi, tu as une sensation de reconnaissance mais incroyable, une fierté monstrueuse. Finalement, comme on disait, l'argent, c'est que la conséquence de tout ton travail. Ouais. Mais il faut pas travailler pour l'argent. Tu as une bonne idée, elle naît grâce à toi, mais elle perdure grâce à tes équipes. Il faut une boutique dans la rue. Il faut s'imposer dans la rue. La fiche produit de où on était parti, de ce que tu nous avais proposé et où est-ce qu'on a fini, je me dis ouais, il y avait un océan entre les deux, quoi. Les gens ils me disent ouais mais je kiffe pas la pluie. Mais en fait sans la pluie tu kiffes pas le soleil. Sans les défaites tu kiffes pas la victoire. Si tu regardes derrière toi c'est parce que tu as eu des défaites que tu te dis ah ouais, en fait, finalement, là où je suis arrivé, j'ai fait un bon job. Salut Mika. Salut. J'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler e-commerce, stratégie, comment Flotte est devenue une marque qui s'imposait aussi sur son marché. J'ai envie de découvrir ce qui va se passer par la suite. Mais avant, j'ai envie de repasser par les étapes qui t'ont permis d'arriver où tu en es aujourd'hui. On est ici grâce à toi. Même si je t'invite sur ma propre chaîne, jeudi soir, tu as fait l'inauguration de votre première boutique physique chez Flotte. Je tenais à te féliciter une dernière fois. Est-ce que ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Toutes les équipes se sont éclatées. Les invités, les influenceurs, les amis, les partenaires sont tous venus. Donc on a kiffé la soirée. C'est une grosse étape dans la marque que vous avez créée jusqu'à maintenant. C'était quelque chose qui était défini. À un moment, il y aura une boutique physique qui arrive dans la roadmap. Ouais, dans la stratégie, c'était clair et net qu'on voulait une boutique physique dans le retail. On savait pas quand. C'est arrivé plus tôt que prévu. Ok. Par opportunité, j'ai envie de dire. Mais dans la stratégie au global, on savait qu'on voulait sortir un peu du digital et s'ancrer un peu plus dans le physique. Ok. On parlera justement de cette stratégie un petit peu plus tard parce que tu m'as teasé sur l'emplacement par exemple qui contribue aussi à la valeur perçue potentiellement de la marque ou le passage que tu vas avoir et la cible qui va rencontrer cette marque que tu peux peut-être pas forcément non plus target aussi facilement que d'habitude ou jusqu'à maintenant via des publicités ou des revendeurs. Mais avant j'aimerais qu'on revienne un petit peu aux basics. T'as arrêté l'école à 15 ans, tu as commencé à taffer. À 16 ans. Okay, légalement, c'est... T'as commencé à taffer, tu dis que t'as enchaîné pas mal de petits boulots logistiques, mais toujours avec un pied dans la mode ? Ouais, toujours dans le textile, beaucoup dans la logistique au début, préparateur de commandes, coursier, des choses comme ça, et progressivement en vendeur. Ok. Et ce qui m'a donné un peu l'amour, on va dire, de la mode. Dans des grosses boîtes ? Des structures qui t'inspiraient déjà ou t'as non, fait un petit peu pas du tout. Vraiment dans des boîtes familiales, petites, où on était constamment en lien avec le patron. C'était des petites équipes, donc on pouvait être multitâche et apprendre pas mal de choses. En une journée, ouais. On rentrait, on était rempli de nouvelles connaissances. À ce moment-là, t'étais un profil qui avait beaucoup d'idées, qui s'impliquait à mort dans la boîte pour intégrer des nouvelles choses. Non. Non, j'étais juste un profil qui passait le temps, qui bossait pour avoir un peu de cash, qui se recherchait peut-être aussi, qui était un petit branleur aussi. Hein, faut dire ce qui est. Mais à force de travailler là-dedans, c'est là où j'ai, comme je t'ai dit, éprouvé cet amour un peu pour la mode. Ok. Avec cette envie de réaliser un truc par toi-même ou de contribuer simplement à des plus grosses structures, à des plus gros projets qui t'inspirent, tu savais pas forcément, c'était pas forcément défini à cette époque-là ? Non, c'était pas forcément défini à cette époque-là. C'était juste au bout d'un moment, j'avais fait le tour et la seule évolution possible, c'était plutôt moi d'entreprendre. Quelques années plus tard, en plein Covid. Ouais. Tu montes une marque d'imperméables colorés, mixtes et modulables, fait à partir de bouteilles en plastique. Est-ce que c'est toujours comme ça que tu présentes la marque ? On la présente toujours comme ça. On n'a pas perdu cet ADN du début.
La jeunesse de la marque, elle s'est fait par rapport à ça. On est toujours mixte, on est toujours coloré, on est toujours fait à partir de plastique recyclé. Alors, c'est des bouteilles en plastique, c'est des vêtements usagés, de l'emballage agroalimentaire, et on se présente toujours comme des amoureux de la pluie. Ok. J'ai envie de dire la partie bouteille recyclée, c'est la partie feature plus du produit. Le bénéfice principal qu'on va en ressortir, c'est de sourire pendant ces journées pluvieuses, et Dieu sait qu'il y en a pas mal quand même dans le coin. C'est toujours une direction, du coup, comme tu l'as dit, qu'a la marque, autour de ça que s'articulent les prochaines sorties de produits, et ce que vous faites, parce que j'ai l'impression quand même avec le temps que c'est un discours qui a beaucoup évolué, où aujourd'hui on se veut on recherche quand même une cible qui est aussi différente. On essaye de plus avoir une marque qui plaît à tout le monde, peu importe qui on est, peu importe notre situation, peu importe qui on se trouve, mais toujours une marque qui donne le smile. Ouais. Grosso modo, nous, on est arrivé sur le marché avec un produit utilitaire. C'était la meilleure façon, si tu veux, de pénétrer le marché. Mais on avait toujours la stratégie et l'idée en tête de vouloir créer une communauté, de vouloir créer un état d'esprit à travers nos produits. Si tu veux, aujourd'hui, il y a plein d'impairs sur le marché. D'accord, tout le monde vend des impairs. Maintenant, qu'est-ce qui fait que notre impair est meilleur qu'un autre? Alors bien entendu, il y a la technicité, bien entendu, tu as le côté RSE parce que c'est fait à partir de plastique recyclé, mais on avait envie de dégager un message fort, un message qui représentait aussi les valeurs de la nouvelle génération de consommateurs, nos valeurs à nous, à Lily et moi, les cofondateurs, qui était le partage, qui était l'amitié, qui était l'amour, qui était tout ça. Et ça, en fait, c'était notre côté un peu optimiste, peut-être parfois un peu trop inconscient, mais c'était ça qui nous drivait. Et c'est pour ça qu'on a choisi de prendre ce côté-là et de se dire, ouais, en fait, nous, on veut que les gens sourient quand ils achètent nos produits, quand ils découvrent nos produits, quand ils portent nos produits ou quand ils partagent les valeurs de notre marque. C'est un premier secret de réussite que tu nous dévoiles ici. C'est plus de dire vendre un imperméable, c'est assez plat. C'est classique, on peut en trouver un petit peu n'importe où. Comment aujourd'hui on se différencie et comment, comme tu l'as dit, on pénètre ce marché. Et c'est en vendant plus l'outcome, le sentiment que tu vas avoir en appartenant à cette communauté et en portant ce produit. Ouais, bien sûr. En fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des imperméables partout. Tu peux en trouver à 20 €, comme tu peux en trouver à 1000 € chez les marques de luxe. Qu'est-ce qui va faire que, en fait, ton client, il va aimer porter ton imperméable? Outre la technicité et les attentes premières d'un imperméable. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va représenter sa personnalité? La marque, est-ce qu'elle représente ses valeurs à lui? Est-ce que la marque représente sa personnalité à lui? Aujourd'hui, l'industrie du textile et de l'habillement, c'est beaucoup ça. On a tous un t-shirt, mais je prends cet exemple-là parce qu'il est le plus marquant pour tout le monde et le plus compréhensible. On a tous un t-shirt blanc. On peut le trouver, comme je l'ai dit, à 10 € ou bien à 1000 € chez les plus grandes marques. Qu'est-ce qui va changer? C'est parce qu'on a un sentiment d'appartenance à la marque et aux valeurs que cette marque va vouloir transmettre. Et nous, en fait, c'était vraiment parti de ce constat-là et de se dire, voilà, nous, on est une marque colorée, optimiste, et on porte aussi ces engagements-là. Et tu l'incarnes très bien parce que t'es quelqu'un de très optimiste, t'es quelqu'un de très coloré dans tes paroles, mais surtout tu dégages une énergie de malade. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça a matché entre nous, parce que c'est quelque chose qu'on a retrouvé. On est des personnes qui sont déter, on lâche pas le morceau et on s'est mis à combattre ensemble. Je l'ai pas dit depuis le début, mais du coup on a été clients pendant plus d'un an. Je suis ravi via Deployer d'avoir contribué à la marque et à son développement. On est quand même arrivé à une période où il y avait déjà les choses en place. Pour rappeler, vous êtes passé sur Qui veut être mon associé quelques mois après le lancement. Vous avez tourné quelques mois après le lancement, Exactement. mais ça a été diffusé une année plus tard, ce qui fait que vous avez quand même dû construire toutes vos fondations sans bénéficier de cette médiatisation. Et après,
la diffusion, si je me souviens bien, c'est quand même quelque chose que vous avez pu du coup anticiper pendant plus d'un an, travailler toutes les fondations du business, la logistique, l'acheminement du produit, comme les équipes en interne pour gérer le shop. Est-ce qu'il y a vraiment un tournant post qui veut être mon associé, ou grâce au fait d'avoir anticipé ça pendant un an, c'est quelque chose qui est quand même resté sur la ligne sur une ligne de croissance qui était contrôlée? Alors, j'ai envie de dire oui aux deux. Bien entendu que la diffusion de cette émission nous a permis de toucher en fait énormément de téléspectateurs et de personnes, nous a permis d'être découverts par beaucoup de gens qui ne nous connaissaient pas. Maintenant, grâce à cette année en fait entre le tournage et la diffusion, ça nous a permis nous en fait de se tester, de faire plein d'erreurs avant même que on puisse communiquer ou qu'on soit connu, vraiment. Donc on a fait pas mal d'erreurs pendant cette année-là, on s'est bien préparé avant, et c'est aussi, je pense, cette exécution-là qui nous a permis en fait de se dire ok, demain on passe, maintenant on est bon, maintenant on s'est préparé justement pour ça, parce qu'en fait tu sais, moi, ce qui me faisait beaucoup peur aussi, c'est d'avoir un gros pic de croissance et la chute libre derrière. Ouais, donc, ce que beaucoup de personnes peuvent connaître, et c'est ce manque de contrôle un peu. Pas aussi lié au monde du e-commerce seulement, tu sais, ça peut être dans la musique, n'importe quoi. Ce qui compte, à la fin, c'est de tenir sur le long terme. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de chanteurs qui ont un single qui pète et que derrière, ils arrivent plus à sortir d'autres trucs qui va péter. Nous, on n'avait pas envie d'avoir ça, donc on s'est beaucoup back-upé avant, en se disant. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait après? On sait qu'on va avoir énormément de visibilité à cette période-là. On sait qu'on va avoir des scores lunaires. On n'est pas prêt, qu'on n'a jamais atteint entre guillemets. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour justement maintenir cette courbe-là? Et en fait, je pense que c'est toute cette préparation-là qui a fait que derrière, on a réussi, si tu veux, à garder cette croissance et à être un peu constant. C'est-à-dire que quand on a touché ce pic-là, on a réussi à garder justement et à ne jamais redescendre. Je pense à deux variables potentiellement qui sont liées au fait d'avoir un pic et de tomber derrière. La première, j'ai envie de dire, c'est la dépendance au produit que tu avais, parce que tu as un best-seller, et ça peut créer de l'épuisement. À long terme, donc de pas avoir un choix plus varié de gamme, et c'est aussi une manière de contrer l'épuisement que tu as sur ton acquisition pure, ou même le repeat sur tes clients existants qui ont déjà fait confiance à la marque. Et la deuxième, évidemment, c'est l'acquisition, de dire maintenant que j'ai eu mon pic de trafic et d'acquise, comment je contrôle mon trafic moi et je ramène des personnes sur le site. Est-ce que tu penses à d'autres choses? Je pense que tu as tout cité. Après, c'est aussi le fait que d'avoir une grosse croissance également en physique et en e-commerce, on est quand même dépendant dans le physique. On va dire quand on avait le wholesale avec les revendeurs multimarques, de comment le marché se comportait vis-à-vis du prêt-à-porter de ces petits revendeurs multimarques. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que eux aussi ont connu un très gros trafic grâce à cette émission-là. Personnes qui sont même venus découvrir ces boutiques physiques-là pour trouver du flotte. Exactement. C'est-à-dire que nous, avant que la diffusion se passe, on a envoyé un communiqué à tous nos revendeurs en leur disant demain on passe, faites vos vitrines, faites vos jolies merch, etc. Et c'était aussi de contrôler aussi cette croissance-là sans qu'elle ne retombe, parce que eux, d'une saison sur l'autre, ils se disent on a fait le tour et on arrête. Donc oui, cette évolution de gamme était très importante pour nous. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est là où tu te poses probablement la question de la vision. C'est là que tu mets les choses en place, de dire est-ce que je suis là, je fais un one shot et j'essaye de vendre le max d'imperméables sur mon marché jusqu'à épuisement, et je vois ce qui se passe à l'épuisement, ou est-ce que je viens contrer ça justement avec la profondeur de gamme? Et nous, quand on est arrivé sur le site, il y avait déjà une bonne vingtaine de produits, il me semble. Ouais, mais comme tu l'as dit, la stratégie, elle est très importante, la stratégie que tu mets en place au début, parce que quand on a monté cette marque-là avec Lily, on s'est tout de suite dit, qu'est-ce qu'on veut faire avec? Est-ce qu'on veut créer une marque ou simplement avoir un produit efficace, la distribuer partout et dès que ça marche plus, c'est pas grave, on aura eu une belle boîte, une belle histoire et on aura fait beaucoup de cash. Et d'un autre côté,
c'est quand même un truc qui se réfléchit parce que ta production elle est paternisée quoi. Ouais. Genre tu peux quasi tout McDonaldiser quoi. Genre. Ouais. Non mais clairement, et c'est pour ça qu'on s'est dit, écoute, de toute façon, on a un beau produit, on a une belle marque. On s'est dit tout simplement, on essaye, on tente la marque parce que c'est vraiment ça qui nous fait vibrer. On voulait faire partager ça et on s'est dit, au pire des cas, si on se casse la gueule, on distribuera ça partout. Ouais. Et finalement, je pense que c'était toujours, on fait ce qu'on a envie de faire, mais on essaie de se trouver des backups derrière. Ok. Tout en te mettant aussi dans les bottes de ta cible, de ton marché final, en étant en accord aussi avec les choses qui se font, à mon avis, autour de toi. Et c'est là où il y a une barrière, justement, tout en étant d'un autre côté créatif et en apportant quelque chose d'innovant et nouveau. Je pense que c'est un énorme challenge. Toi, à la base, justement, quand tu passes sur Qui veut être mon associé, parce qu'il faut remettre en contexte, vous n'êtes pas une boîte et c'est quasi, t'es le premier guest sur cette chaîne où personne qui n'est pas issu de la partie online par défaut. Et c'est même c'est de cette manière que vous avez lancé la marque. D'abord avec des points de vente physiques et ensuite sur la partie en ligne parce que Covid probablement, parce que j'ai envie de contrôler mon trafic moi aussi et si je veux créer une communauté, il faut que je puisse lui parler, être direct avec eux, ouais. Donc c'est intéressant parce que du coup ton testing de produits il prend quand même beaucoup plus de temps que de lancer une simple créa ou quoique parce que vous l'avez fait via des salons. Ouais, oui et non parce que tu vois en fait quand on passe par le B2B directement, on a la chance d'avoir un regard de professionnel du métier. C'est des gens qui envoient des vertes et des pas mûres tous les jours. C'est-à-dire que tu as un avis très tranché. Eux, ouais. C'est très financier, c'est très ça marche pas, ça marche, j'achète parce que ça touche à leur portefeuille. Et comme c'est que des indépendants, tu parles directement au patron. Lui, s'il trouve qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, il y va pas. Okay. Pour lui prendre 1 euro dans sa poche, c'est la croix et la bannière. Donc, faut vraiment, là, tu viens vraiment te confronter à la réalité du marché. Tu as besoin de cette validation. J'ai besoin de cette validation. En tant que, je traîne quand même dans ce secteur depuis un moment. Je veux la validation des professionnels de ce métier, ouais. Des OG du secteur. Ouais, c'est ça. C'était les prescripteurs, c'était les gros magasins qui faisaient que demain, t'étais la marque référencée chez eux, t'étais ultra content, tu vois. Ouais. Ça aussi, ça te permet finalement de trouver ton market fit. Tu vois, de se dire ok, je rentre, je mets un pied dedans et voir sans prendre trop de risques si ton produit en fait, il y a des clients qui potentiellement sont intéressés et peuvent acheter ton produit. Parce que le plus gros défi, c'est de se dire ok, j'ai une super bonne idée, j'adore moi mon produit, c'est normal parce que je l'ai développé, mais est-ce que d'autres personnes vont aimer mon produit ou pas? Ouais. Parce qu'à la fin, tu aurais pu faire, je pense, une validation de ton marché auprès des consommateurs finaux en faisant un testing et en faisant des précommandes sur 6 mois, peut-être. Ce que je veux dire, c'est que là où je veux en venir, c'est qu'en fait, mine de rien, il n'y a pas une si grosse barrière à l'entrée, à mon avis, parce que vous n'aviez pas de stock. Ouais, on n'avait pas de stock. Okay. On n'avait pas de stock, mais vu la complexité du produit qu'on voulait développer, on avait des investissements qui étaient assez conséquents. Ouais. Déjà, tu savais que c'était faisable. Ouais. Mais vraiment, je pense que la barrière qu'on avait à l'entrée, qui était la technicité du produit, le financement, bien entendu, tout l'univers de la marque, le côté aussi éthique qu'on voulait absolument avoir par rapport à nos valeurs, ça nous mettait des difficultés et des barrières en plus. Et le seul moyen de passer ça, c'est parce que quand on a lancé notre imperméable, si tu veux, le tout premier, on nous a dit oui, on peut te faire des petites quantités, mais ça sera pas en polyester recyclé. Okay. Parce que si tu veux faire du polyester recyclé, voilà les quantités qu'il faut suivre. Et nous, forcément, ça faisait peur. Donc, le seul vrai levier qu'on avait, c'est de se dire, OK, comment on peut écouler autant de stock, enfin, autant de pièces, parce qu'on voulait avoir ce côté, parce qu'on veut et avoir... un chiffre en tête aussi. Tu te dis, maintenant, c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. C'est ce nombre-là. C'est ce nombre-là. Et on s'est dit, et aussi comment on fait pour toucher le maximum de consommateurs dans un temps le plus rapidement possible. Parce que le e-commerce, tu peux péter très vite, mais tu sais pas à qui tu t'adresses non plus. Et le B2B nous permettait de cibler. Tu vois, on avait les marques, on avait listé 5 ou 6 marques. Eux, ils contrôlent déjà tout ça. Voilà, eux qui contrôlaient tout ça, 5 ou 6 marques qu'on adorait. On s'est dit, voilà,
le revendeur, s'il vend cette marque-là, on y va. S'il revend d'autres marques, on avait cité les 5 qu'on voulait pas, s'il revend ceux-là, on n'y va pas. Par contre, c'est pas pour cette raison que tu dois t'empêcher de créer une marque désirable. Tu travailles déjà ton discours et tout ce qui va te permettre de diffuser toi-même ton propre message plus tard. C'est ça. Tu l'as déjà défini. C'est ça, ouais. C'est important. J'ai besoin de comprendre et je voulais en venir là dès le début, c'était que toi ton taf au début à ce moment-là c'est de gérer le produit, la production, c'est ce que tu maîtrises le mieux ou pas? Ouais, c'est ce que je maîtrisais le mieux par mon passé et le côté commercial aussi. Ok. La relation avec aller chercher avec le bâton, aller pousser les portes, leur dire que ton produit c'était le meilleur avec la meilleure qualité, le meilleur prix, le produit le plus technique qui existe sur le marché. Voilà, c'était mon objectif dès le début. Tu me disais qu'il y a une part de chance dans la réussite jusqu'à maintenant. Une grosse part de chance, ouais. Mais il y a une part de t'es allé générer ces opportunités-là. Tu t'es pas contenté de rester sur une chaise, t'as bougé dans les salons, t'es allé parler de ta marque, t'es allé t'inscrire à Qui veut être mon associé, t'es allé les chercher quand même. Il y a une part de si t'avais pas fait ce mouvement-là, peut-être que t'en serais pas là à ce moment-là. Tu vois, les gens ne viennent pas à toi par défaut. Non, les gens viennent pas à toi par défaut. Je pense que ce qui est très intéressant, en tout cas dans mon métier, c'est d'avoir beaucoup de curiosité, être curieux, mettre le nez un peu partout, oser. Avoir du culot tout en respectant les gens aussi, c'est très important de pas être trop intrusif. Je pense qu'il faut juste juger le bon milieu et tenter. En fait, tu tentes, tu te ramasses, c'est pas grave. Tu vois, tu retentes, tu te ramasses, c'est pas grave. Au contraire, ça te rend meilleur. Ça te rend meilleur, ça te forge et tu réfléchis à attends, mais qu'est-ce que j'ai foiré là? Eh ben, qu'est-ce que je peux apporter en plus maintenant? Juste refais pas ça 2 fois. Voilà. Exactement. C'est quoi ton taf maintenant? Mon taf maintenant, c'est compliqué à définir. Aujourd'hui, mon taf, c'est vraiment d'apporter la vision chez Flotte, de garder les équipes bien soudées, qu'on passe pas pour des cons, parce que faut pas prendre la grosse tête. On n'a pas la grosse tête. Je veux qu'on reste tous très bien soudés, continuer à partager les valeurs de la marque et surtout, vraiment apporter encore un peu plus ma personnalité dans la marque ainsi que celle de Lily. Tu génères encore un max d'idées pour les prochaines collections, même sur le côté marketing, sur le discours. Ouais. Nous, ce qu'on adore faire, si tu veux, c'est beaucoup brainstormer avec les équipes. Ça, je trouve que c'est ultra important. Parfois, elles sont limite parfois trop longues parce qu'on n'arrive pas à mettre un stop dedans. Tu vois, mais finalement, ça bouillonne énormément. Moi, je tiens à cœur d'avoir une équipe en fait très hétéroclite, de plein de milieux différents, etc., pour justement en ressortir le meilleur de chacun. C'est très important pour moi de garder cet esprit-là. Et finalement, en tant que, entre guillemets, dirigeant, je dois maîtriser tous les sujets. Alors peut-être pas forcément à 100%. Ça, je te l'avoue, je suis à 50% sur plein de sujets, mais au moins tous les sujets, je les maîtrise au moins à 50-60%. Et tu peux challenger n'importe qui. Et je peux challenger n'importe qui. C'est-à-dire que le mec qui me parle de e-commerce, je peux comprendre au moins ce qu'il dit et lui dire pourquoi c'est fait comme ci, pourquoi c'est fait comme ça. Il aura toujours à m'apprendre, mais moi, d'un point de vue extérieur, de pas avoir la tête dans le guidon, je peux le challenger également. Pareil pour la logistique, pareil pour le côté commercial, pareil pour le style. C'est-à-dire que les stylistes, parfois, je m'entends très bien avec eux, mais ils partent dans des délires très très loin, très fashionista, etc. Et j'ai envie de lui dire, ouais, mais en fait, moi, en tant que consommateur, si je consomme pas alors que je suis sensible à ça, c'est-à-dire que ton marché, il est trop petit peut-être. Ok. Donc, j'ai plein de trucs sur lesquels répondre sur l'élargissement du marché, peu importe. Et c'est vrai que sur cette partie e-commerce, quand je check des contenus, par exemple, sur ce que vous avez fait avant Qui veut être mon associé, parce qu'on est arrivé quelques mois après, Shopify, c'était inexistant. Tu venais de créer un Wix, qui était la première version du site. Quand même, quand je discute avec toi quelques mois après Qui veut être mon associé, j'ai l'impression de discuter avec quelqu'un qui a monté le Shopify lui-même. Il connaît, il sait comment ça fonctionne, quoi. Donc, t'étais obligé, t'as senti ce besoin de t'intéresser à cette partie en ligne et d'être aussi bon sur cette verticale que sur la partie physique. Ouais, clairement, parce qu'en fait, moi, j'arrive à un moment donné où Shopify, si tu veux, il est en train de prendre le monopole du marché. En tout cas, beaucoup de e-commerçants, des NVB, etc., que je considérais comme les meilleurs sur le e-commerce, utilisaient beaucoup cette solution Shopify. Et je me suis dit, en fait, si je suis à la ramasse, je serai jamais aussi bon qu'eux. La curiosité m'a amené aussi à me dire, tiens, lui, il est bon, qu'est-ce qu'il utilise et comment il l'utilise? Et challenger
tous les partenaires avec lesquels on avait pour leur dire en fait comment ça marche, comment tu fais ci, comment tu fais ça, et en fait s'intéresser. Au début, quand on me disait un ROS, c'était quoi? J'en savais rien. Alors comme un débile, tu tapes sur Google ROS, il te sort plein de trucs différents, et après tu vas taper ROS, terme e-commerce, etc. Et là, t'apprends sur le tas. Et finalement, c'est ça qui te permet aussi de pas passer ou de pas te faire avoir en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que le mec qui vient, qui te vend que du ROS, mais derrière, tu maîtrises pas le ROI. T'es pas bon. Et en fait, c'est des termes que tu es obligé de maîtriser au bout d'un moment et de comprendre et de voir comment le calculer finalement, tout simplement pour te dire en fait, mon argent, je le fous pas par la fenêtre en dépensant dans des ads qui n'ont pas de retour sur investissement, tu vois. Donc j'étais obligé de m'intéresser parce que finalement, on n'avait pas beaucoup de droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'une erreur, 2 erreurs, on était foutu. Donc, tu es obligé de t'intéresser pour savoir finalement où va ton argent. Ouais, carrément. Et de backup. Et c'est vrai que tu parlais de ROI à la fin. C'est ce qui fait que c'est le résumé de ton poste. C'est d'avoir la vision d'ensemble et de dire, OK, le ROS, il est bon là-bas, mais quel est l'impact aussi sur les autres parties. Donc, d'avoir et de tenir un discours avec la personne qui gère le media buying, mais d'être aussi conscient de tes coûts en acheminement du produit ou tout le reste pour qu'à la fin, ça reste cohérent. Ouais, moi, je le dis à tous mes équipes, tu vois. Quel est ton objectif par rapport à ton projet, que ce soit activation, que ce soit ads, que ce soit dans tous les sujets ou même produits. Je dis quel est ton objectif? Est-ce que tu as un objectif héroïste ou tu as un objectif de notoriété? Si tu as un objectif de notoriété, on va essayer de maîtriser les coûts en faisant un truc très très propre. Si tu as un objectif de héroïste, c'est-à-dire que là on va investir un peu plus, mais on va surveiller de très près combien l'investissement est fait, combien ça peut te rapporter et à quel moment tu dois aller scaler ou tu dois couper. Bien sûr. Et donc, parce que j'en parlais avec beaucoup l'autre jour, c'est que par exemple, eux, les campagnes YouTube sont dédiées à l'awareness. C'est qu'on est break-even, ça nous va. Parce qu'on sait qu'on se rattrape et qu'on retarget via nos autres canaux qui, eux, fonctionnent à mort. Aujourd'hui, c'est quoi, vous, la part de ROI pur et Très bonne question, parce que c'est des choses qui sont aussi très compliquées à maîtriser, à quantifier, puisqu'on a une part qu'on peut pas quantifier, qui est le physique. C'est-à-dire que les gens qui vont nous connaître et qui vont acheter chez un revendeur multimarque, qui vont aller soit au Galeries Lafayette, soit au Printemps pour acheter nos produits, et ça, on peut pas le maîtriser. On a aussi de la demande entrante de B2B. D'accord, d'un client, d'un patron d'un magasin à Poitiers par exemple, qui a vu notre pub et qui se dit le produit il est génial, je l'ai pas et j'y vais. Donc en fait il faut pouvoir maîtriser dans son global. C'est compliqué à quantifier vraiment, mais ce qu'on va se dire nous en fait, c'est qu'on va potentiellement baisser un peu le ROI qu'on va aller chercher parce que on se dit derrière, tu remplis une poche d'audience, que c'est ça, qu'il y a de la répétition, qu'il y a de la répétition, les gens voient ta marque. Exactement. Et tu le sais mieux que moi qu'aujourd'hui dans l'e-commerce, en tout cas, il faut qu'une personne voit 7 fois au moins ta pub avant qu'elle se pose même la question de se dire tiens, je vais aller regarder son site, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait, je vais aller voir qu'est-ce qu'il propose. C'est ce qu'on dit dans la globalité. En fait, c'est lié au cycle d'achat. Et généralement, plus ton produit est cher, plus ton cycle d'achat sera long. Il y a d'autres variables qui contribuent à tout ça, mais oui, c'est vrai que la moyenne globale, on dit que c'est 7 fois, et c'est aussi pour ça que par exemple des tests sur 3 jours, ça rime pas à grand chose, parce que t'as besoin d'être là sur longtemps et de penser à long terme. Et c'est ce que j'aime dans votre vision, c'est que par exemple, on va pas trahir cette vision-là pour faire juste une bonne journée où tout exploser. Et même nous, par exemple, dans les conseils qu'on vous a donnés, surtout au début, quand on s'accommodait avec la marque, tu as dit non, la vision c'est d'arriver là-bas, on va pas faire de promotion, c'est pas par exemple la manière de faire de la marque. On veut vendre toute l'année au prix juste, et on n'a pas envie que des gens se sentent lésés ou d'évaluer même la valeur perçue de mon produit via ces campagnes-là. Et c'est un truc que vous gardez encore. C'est un truc qu'on garde encore, et en fait c'était parti pareil de l'expérience qu'on avait pu voir sur les autres marques qui boosté avec des chiffres incroyables pendant le Black Friday. C'était incroyable. Ils faisaient des journées où ça battait des Noëls, etc. Mais on constatait que la semaine d'avant, ils faisaient rien, et la semaine d'après, voire 2 semaines après, ils faisaient plus rien. Nous, on s'est dit mais en fait, on veut pas des pics. Tu vois, comme on en parlait au tout début, on se dit on veut pas avoir un truc où t'as un pic de croissance et après t'as la chute libre. On s'est dit comment on fait pour lisser ça? C'est éviter justement tous ces appel à promo, appel à consommation, etc. C'est garder
finalement la valeur perçue de notre produit et également lutter aussi contre le fait que, tiens, on va te balancer des promos pour que tu consommes d'un produit que tu n'as pas forcément besoin. Et finalement, l'achat du client, il l'achète parce que il y a eu une promo derrière. Il va pas valoriser non plus ton produit. Ouais. Quand lui, il va le porter, il va pas le valoriser. Quand il va en parler, il va dire ouais, bah je l'ai eu à 30%, c'est pour ça que je l'ai pris. Nous, on voulait vraiment que le client, quand il l'achète, il l'a désiré. Et c'est comme ça aussi que tu crées une marque désirable. Ouais. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, créer de la désirabilité ou même générer un achat, c'est pas forcément lié à une réduction. T'as 1000 moyens de le faire. Et tu vois, nous, quand on onboard quelqu'un, maintenant, ça fait partie des premières questions qu'on pose. Vous êtes une marque réduction ou pas? Parce qu'on va pouvoir s'adapter. Tu peux créer une poche d'audience VIP qui va être prévenue en amont des nouvelles sorties de produits et générer cet engagement et cette envie de la part de l'utilisateur d'aller voir ce qui se passe et le drop qui vient d'arriver sur le site. Sur des grosses marques, tu prends, il y a beaucoup le système de liste d'attente. Trucs comme ça. C'est comme ça que tu augmentes la désirabilité de ta marque. Et t'es pas obligé de passer par du marketing ultra agressif et tout ce qui est derrière, surtout si la vision à long terme prend pas ça en compte. Mais aussi, nous, on avait pour ambition de vendre vraiment un produit juste au prix juste. Tu vois, on voulait pas suivre le chemin du truc où on allait vendre notre impair 250 balles et au Black Friday, on te fout moins 30, moins 40. Pendant les soldes, on te fout moins 30, moins 40. Non, on voulait te mettre le bon prix toute l'année. Comme ça, tu sais que quand tu achètes notre produit, c'est pas parce qu'il est plus cher que tu peux pas l'acheter, c'est pas parce qu'il est pas cher que tu peux pas l'acheter, ou c'est pas parce qu'il y a un vice caché dans le produit. On voulait vraiment garder cette qualité-là, mais que ce soit vraiment accessible à tout le monde. C'est ce qui est intéressant, c'est que, tu vas voir le parallèle après, t'es parti de l'impair pour monter une boîte et le proposer au marché. T'es pas parti du marché et de son besoin pour dire je vais faire un impair, j'ai trouvé qu'il y a un truc à faire là-bas. Ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand t'as lancé Flotte, t'avais vraiment cette idée de dire je vais faire un impair éco-conçu. T'es pas dit je vends des frigos ou n'importe quoi, peu importe, tant que je pars de l'intention de recherche du marché. Ouais, parce que comme je te l'ai dit, moi j'avais un amour pour la mode et quand on a trouvé et qu'on a lancé l'idée avec Lily de faire un imperméable, on s'est simplement dit waouh. En fait, le nom que Lily m'a apporté, pour la petite anecdote, tu le répètes assez souvent, mais moi j'étais venu dans un esprit très cartésien où je me suis dit on va lancer notre impair éco-conçu coloré. Comment on va l'appeler? On va l'appeler eau, on va l'appeler mer, un truc comme ça. Et Lily elle me dit non mais c'est complètement débile, on va l'appeler flotte. Parce que c'est de l'argot français direct. Et quand j'ai entendu ce nom-là, je lui ai dit génial. Mais maintenant, comment tu fais pour pénétrer le marché avec un impair alors que tu as des concurrents qui sont immenses et monstrueux et historiquement très connus à l'intérieur? Et de cette base-là, on s'est posé la question, ok, est-ce que notre impair apporte quelque chose en plus finalement sur le marché? Et c'est de ça, en fait, du produit en soi qu'on a développé, qu'on a construit toute la stratégie autour. Et on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire de différent vis-à-vis de nos concurrents? Qu'est-ce qu'on va faire de différent vis-à-vis de la stratégie marketing ou commerciale vis-à-vis de quelles sont les erreurs que d'autres marques, même s'ils sont pas nos concurrents, ont fait qu'on n'a pas envie de commettre. Tu peux appliquer à toi. Voilà. Et quelles sont les bonnes astuces que ces marques-là, que d'autres marques ont utilisées et qu'on a envie d'appliquer à nous-mêmes. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a construit toute la stratégie avant même, si tu veux, de lancer le produit sur le marché. C'est là où je voulais en venir, c'est de te dire, du coup, t'as dit le prix c'est ça. Ça, c'est le prix juste. Et maintenant, autour de ça, je vais établir ma communication. Je vais pas ajouter de promo pour dévaluer mon produit ou de facteur d'urgence faux ou n'importe quoi. Et c'est là où a été le travail de dire, maintenant, mon rôle, c'est de renforcer à mort la valeur perçue de mon produit. C'est d'expliquer. C'est de montrer combien il y a de bouteilles recyclées qu'on composé ce produit, de rentrer dans mon processus de fabrication et que à la fin, certes, ça reste un investissement. Certes, il y a toujours de la désirabilité et ton rôle via ce discours, c'est de l'augmenter. Mais tu as un utilisateur qui en est conscient. Et quand il peut parler de la marque de la même manière dont tu l'as éduqué, il n'a pas juste acheté un impair parce que c'est un impair et c'est tout, tu vois. Oh ouais, mais c'est ce que je disais, tu vois. C'est vraiment exprimer la personnalité aussi de la personne vis-à-vis un impair. C'est exprimer la vision de la marque, la vision des fondateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui partagent notre vision. Tu vois, cette vision d'optimisme, cette vision de
j'ai envie de consommer un produit responsable, mais forcément, j'ai pas forcément 500 € à claquer, quoi. Il y a une époque, dans les produits bio, tu vois, c'était réservé à une élite, et au fur et à mesure, on les a rendus plus ou moins accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, si on a envie de consommer bio, on peut, tu vois. Et nous, notre idée, c'était, on voyait toutes ces marques-là qui faisaient des produits éthiques et qui disaient, t'es obligé de dépenser 250 balles, 500 balles, 600 balles. On s'est dit non. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces marques-là, ils te mettaient ce prix-là parce que 6 mois après, ils te mettaient un moins 40, un moins 50 derrière. Nous, on s'est dit non, on va vendre le prix juste directement pour que le produit soit accessible à tous. C'est important d'éduquer, du coup. Ouais. Il y a une forme d'éducation aussi derrière. Ce qui est marrant, c'est que, et je pense que c'était quand même en partie votre cas au début, c'est que ce que font les marques comme la vôtre qui contrôlent leurs produits, qui vient d'une réelle recherche, d'un truc que vous avez vraiment bâti et réfléchi à mort, c'est que généralement, ce genre d'éducation-là ou d'information, elles sont malheureusement cachées dans des pages savoir-faire, notre histoire, des pages sur lesquelles il n'y a pas de transaction qui est faite, sur lesquelles on ne peut pas ajouter au panier directement et que peu de visiteurs malheureusement voient et consultent. Et nous, c'est souvent notre rôle de dire maintenant les gars, c'est sur votre page produit que ça transforme. C'est via la page collection qu'on fait le choix de s'engager et d'aller découvrir un petit peu plus de détails sur une pièce qui nous intéresse. Et c'est là-dessus que tu dois envoyer un max d'informations pour donner tout ce qu'il faut sur ton produit et qui plus est, plus le temps passe, sur les parties les plus hautes de cette fiche produit parce que on a moins d'attention à consacrer encore une fois en ligne et de ce que je me souviens c'était un gros travail quand même qu'on avait fait ensemble sur je me rappelle que vous nous aviez très bien accompagnés sur ça parce que en fait comme tu le dis c'est sur les fiches produits où les gens regardent le plus avant de vraiment cliquer et d'acheter, c'est-à-dire qu'ils vont regarder toutes les informations, quelle taille ça fait, quel est le prix, quelle est la couleur vraiment. Et en fait, c'est dans ces pages-là que tu dois rentrer aussi le maximum d'informations sur ta marque, sur comment c'est conçu, sur toutes tes valeurs, parce que c'est là où le client, en fait, il va s'intéresser et il va rester le plus longtemps. Ouais. Finalement, sur la page de TFAQ ou la maison ou etc., l'histoire, etc., il passe, il lit les 3 premières lignes et il saute. Alors que sur la fiche produit, c'est là où tu peux partager beaucoup. Mais après, il faut que le contenu soit intéressant également. Et je me rappelle que c'était le truc où on avait beaucoup bossé ensemble en se disant, ouais, non, c'est cette page-là qu'il faut maîtriser, qu'il faut rendre très sexy avec du texte. Je me souviens pour la petite anecdote au début où on se parlait, je crois qu'on avait fait 2-3 petits trucs sur le site avant de vraiment s'engager ensemble parce qu'il y a une partie aussi intéressante où vous contrôlez vos coûts, vous prévoyez à l'année suivante, le plan il est déjà défini, on arrivait en fin d'année quasiment et c'était difficile de s'engager sur cette partie-là. Je me souviens que j'étais à Bali et tu sais que petite anecdote marrante, genre j'ai retrouvé ce design. C'est un des premiers trucs qu'on a, je l'afficherai sur l'écran, c'est un des premiers trucs qu'on a proposé à Flotte et je l'ai fait. J'étais dans une salle pour renouveler mon visa, genre il y avait 200 personnes, 5 heures d'attente et j'ai torché le design, je me cassais la tête sur le compteur de bouteilles réutilisées en accord avec tout ce qui a été recyclé jusqu'à présent sur cette partie-là du discours, ce qu'on devait creuser, les axes qu'on pouvait faire sur les retours, mieux communiquer ou rassurer l'utilisateur sur les objections qui sont liées à la taille ou les trucs dans le genre. Mais ce que nous on avait kiffé, ce que moi j'avais kiffé personnellement parce qu'on t'avait contacté pour une mission et que vraiment t'étais rentré dans le deep du sujet quoi. Tu nous avais challengé sur plein de choses et t'es venu avec une propale où on s'est dit putain le gars il est bon quoi. Et il s'est pas arrêté juste à la mission que on lui a donnée et il est venu nous challenger tu vois sur tiens qu'est-ce que tu penses de ça, moi je l'aurais vu ça comme ça, qu'est-ce que toi t'en penses etc. Et il y avait des trucs bons, il y avait des trucs moins bons mais on s'est dit putain non mais le gars il s'est pas juste arrêté à ça et on s'est dit ok, sur l'année prochaine, il faut qu'on vienne le challenger et que lui vienne nous challenger, ce qui va nous pousser encore à aller plus loin. Et je pense que c'est vraiment, je vois la fiche produit de où on était parti, de ce que tu nous avais proposé et où est-ce qu'on a fini. Je me dis, ouais, il y avait un océan entre les deux, quoi. Bien sûr, et surtout que sur cette partie-là, c'était un moyen pour nous de te montrer ce qu'on faisait, de te faire découvrir aussi notre métier et de montrer que d'éduquer aussi sur le fait qu'un site il est pas censé être fixe, il doit avancer, s'habituer aussi à l'évolution de la marque, à l'évolution du catalogue parce que ta navigation se complexifie, mais ça c'est des problématiques qui sont qu'on peut comprendre, mais aussi par le fait que tout change, tout évolue vite et que t'auras jamais la version parfaite de ton site qui sera présent sur la boutique et ce qui est intéressant avec vous c'est que t'es revenu l'année d'après avec le plan.
voici toutes les sorties de produits de l'année. Voici le budget limite qu'on prévoit d'allouer sur tel type d'acquisition. Voici les plateformes qu'on va tester en pub. Et voici l'endroit sur lequel on a envie que vous nous challengez. Et ça, c'est ton travail aujourd'hui, comme tu l'as dit, c'est d'avoir cette vision, de bien le définir et d'avoir une équipe aussi qui est ultra soudée. Une équipe ultra soudée, une équipe qui gère. J'ai envie de leur remercier tout le temps, tu sais, parce que en fait, moi je le dis souvent, tu vois, une entreprise, elle se construit par les fondateurs, mais elle perdure et elle connaît la croissance grâce aux équipes. Tu vois, le seul fondateur ne peut pas emmener au succès sa boîte ou sa marque. T'as une bonne idée. Elle naît grâce à toi, mais elle perdure grâce à tes équipes. C'est vraiment ça qui nous a boosté. Et eux aussi m'ont permis de structurer le truc. Nous, on avait une vision, on s'est dit, voilà, on est un produit utilitaire au début, mais d'ici 2 ans, 3 ans, on passera sur un produit plus que utilitaire. On passera sur une communauté, on passera sur un message qu'on veut transmettre à travers nos produits également. Et en fait, tout ça, on les a bâtis. On a bâti les fondations. On s'est dit, voilà, à quel step on veut arriver à là, voilà, à quel step on veut arriver à là. Les shootings, on les commence de cette manière-là parce qu'on n'a pas des budgets monstrueux non plus au début. Et on s'est dit, voilà. Et quand on a organisé tout ça, on s'est mis la roadmap et on s'est dit, bon, voilà, on va aller challenger The Deployer. On va aller leur dire, on veut sortir à telle période ce produit-là, on veut changer notre image à telle période, on veut mettre en avant ce shoot ou ce produit-là. Et qu'est-ce que vous pouvez ou comment vous voyez les choses pour le mettre en avant? C'est un vrai challenge parce que quand tu te dis, par exemple, j'ai Lamelo qui a porté la marque, qui est un des modèles pionniers de la boîte, qui a porté la marque jusqu'à présent. C'est un risque de dire, je sors un modèle complémentaire qui se ressemble un petit peu. J'ai pas envie de donner de l'ombre à ce produit-là qui est quand même à la base ce qui paye la team, tu vois. Genre. Mais tu vois, là c'est très marrant parce que l'anecdote que j'ai, c'était vraiment avec mon équipe où on se disait, Lamelo, tu vois, il faisait presque 80% de notre chiffre. Et j'étais là, les gars, si on reste sur ça, c'est au bout d'un moment, ça marchera plus. Ouais. On va lasser les gens. Ils l'auront tous 2-3 fois. On va solliciter la base, on va leur balancer du CRM, on va leur balancer des ads alors qu'ils l'ont déjà acheté 2 fois, 3 fois. Et au bout d'un moment, ils vont se dire, ah ça y est, j'en ai marre d'eux. Tu vois. Et dès le début, on s'est dit, non mais quand j'ai vu ce chiffre qui faisait 80%, je me suis dit, oula, faut sortir. Faut limiter sa dépendance à ce produit-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut apporter d'autre? Tu vois. Et on a questionné, on s'est questionné, on a utilisé nos produits, hein, bien entendu. On a questionné nos clients et on s'est dit tiens, quand il commence à faire froid, en fait, Lamelo, il suffit plus. C'est un impair, c'est cool, mais il suffit plus. Il est fin. Il tient toute l'année, certes, mais alors pour le coup, quand tu arrives dans l'hiver, faut mettre un pull en dessous, etc. Les gens, ils ont pas forcément envie de s'engorger un peu plus, tu vois. Donc on s'est dit, en fait, il faut venir avec un autre produit, tout aussi imperméable, mais plus chaud pour l'hiver. Et ça a limité un peu notre dépendance à ce produit-là, tu vois. Combattu peut-être une saisonnalité que tu subissais à l'époque ou pas? Alors, on subissait pas cette saisonnalité-là parce que c'est drôle, hein, mais quand sur un site, entre guillemets, t'as que 2 ou 3 produits, finalement, tu vends que ces 2 ou 3 produits et tu les pousses et ils marchent tout aussi bien. Le truc, c'est juste, tu vas dans le sens qui logiquement te permet de croître encore un peu plus. Ouais. C'est-à-dire que en plus des clients qui vont continuer à acheter ton Lamelo, tu vas avoir un autre produit qui va venir en complément de ce produit-là, qui va peut-être aussi parler à une autre clientèle qui n'était pas sensible à ce produit-là ou qui voulait simplement un produit plus chaud. Et pour le client qui a déjà ce produit-là, il peut racheter un autre produit également en complément de celui-ci, et ça te permet de croître encore un peu plus. Voilà, et sur 2 variables. Voilà, sur 2 variables et diviser ta dépendance sur ce produit-là. Exactement. Donc ta LTV. Ouais. Et aussi potentiellement trouver un autre produit evergreen qui marche bien en acquisition. C'est ça. Et nous, en fait, contrairement à beaucoup de marques de mode, on s'est dit, en fait, chaque saison, on va pas sortir une collection immense, entière, tu vois. On va sortir juste, comme on l'a fait pour le Lamelo, comme on l'a fait pour l'autre modèle, le Sharon, on va sortir des produits focus, tu vois, par saison, 1 ou 2 produits sur lesquels on va bosser comme des malades, tu vois, pour qu'ils soient parfaits et on va sortir que ce produit-là.
Je me souviens de quelques commentaires que tu avais au moment du passage Qui veut être mon associé, où on te challenge sur la capuche, par exemple. Ouais. Alors que vous avez pensé quand même à tout pour le vélo, pour le truc. C'est intéressant et c'est vrai que tu dois vraiment ignorer aucun détail. Aucun détail, parce qu'en fait, la première chose qu'on te challenge, c'est on la passe, on te dit ouais, mais moi j'aurais fait ci, moi j'aurais fait ça, etc., etc. Donc en fait, on doit penser aux 1000 questions qu'on peut te poser, à la 1000 façons d'utilisation qu'on peut avoir avant de lancer le produit. C'est-à-dire que ça met beaucoup de temps, mais comme on sort pas beaucoup de nouveautés, bah, ça nous permet de se concentrer sur 2-3 nouveautés et de se dire on le fait vraiment bien. Et tu pensais avoir une taille de catalogue aussi grosse que maintenant? Tu étais parti pour? Vous êtes laissé guider par les événements, ou c'est quand même quelque chose qui a été pensé, réfléchi? Parce que, mine de rien, tu as un risque inverse de dire oui, certes, maintenant j'ai réduit ma dépendance à mon best-seller, mais d'un autre côté, il faut que mon utilisateur continue à comprendre la direction que j'ai envie de prendre, s'identifie toujours à la marque, là où maintenant tu fais même des pantalons. Ouais. Bah en fait, sache que en tout cas, cet élargissement de la gamme, elle est encore contrôlée. C'est-à-dire que si j'écoutais que mes équipes, par exemple, on aurait 10 000 impairs aujourd'hui dans notre catalogue produit, mais on essaie toujours de les restreindre. Mais c'est vrai que aujourd'hui, en fait, on trouve des besoins et on est beaucoup sollicité par des besoins qui sont différents. D'accord ? Il y a des gens qui veulent peut-être l'utiliser que à vélo. Donc on doit sortir un produit spécifique au vélo. Ces gens-là m'ont dit bon bah en fait il est génial ton impair, mais en fait quand je suis à vélo, bah les gouttes elles glissent, mais elles finissent sur mon pantalon et je suis complètement mon pantalon en fait j'arrive, le haut il est sec mais le bas il est trempé et c'est pour ça qu'on a sorti ces produits-là. Maintenant, je m'attendais pas à avoir un catalogue aussi large, c'est vrai, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, tu reçois tellement de demandes, il y a tellement de gens qui attendent de toi des produits dans la même ADN, mais pour des utilisations différentes, que finalement ton catalogue il s'élargit au naturel. Ok, super intéressant. Et vous avez testé plein de trucs. Vous avez fait des collabs. Vous avez sorti les revendeurs, vous avez tenté de la médiatisation, vous êtes passé sur plein d'articles, vous avez testé différentes sources d'acquisition et vous en testez sûrement encore. Vous avez rushé la partie SEO, contenu organique, vous avez remis en question plein de variables sur le site, l'offre et des trucs aussi plus profonds. Vous avez choisi de garder la logistique en interne. En interne, ouais. Et là, vous montez votre première boutique physique. Comment ça s'inscrit dans la direction de la marque, et pourquoi c'est une étape qui est importante là maintenant? Très très grosse étape. La boutique physique, elle était dans le pipe depuis la jeunesse de la marque. On savait qu'en tout cas, on voulait une boutique physique. C'était un peu la consécration. Et plus on a avancé dans le temps, plus on s'est dit que en fait finalement de sortir un peu de cette marque un peu éphémère, digitale, réseaux sociaux comme il peut en avoir tellement, c'était de se dire bah en fait il faut une boutique dans la rue, il faut s'imposer dans la rue pour sortir du fait que en fait c'est une marque parmi tant d'autres qui naissent sur les réseaux sociaux ou qui sont simplement revendus chez des multimarques, qui est un peu éphémère. Ouais. Donc même si ça drive pas la majorité de ton CA, c'est quand même un argument autorité hors norme et toujours une manière de contribuer à l'augmentation, à cette désirabilité aussi cette désirabilité. Alors il y avait plein de facteurs. Il y avait ce facteur-là d'asseoir la marque dans le physique et d'être une vraie marque, c'est-à-dire que les gens ils peuvent venir nous voir en magasin, toucher le produit et savoir que on n'est pas un dropshipper, on n'est pas un produit de mauvaise qualité, etc. Il y avait l'idée de s'imposer dans une distribution omnicanal, c'est-à-dire on a du wholesale, on a du e-commerce et on a du physique. Et on avait l'idée aussi de se dire, voilà, venez découvrir l'expérience flotte. Voilà, c'était les trois raisons et facteurs qui ont fait que on a pris cette décision-là. Dans un monde où, quoi qu'il arrive, dans le secteur de la fashion, on aime bien quand même mettre un pied dans une cabine d'essayage, voir ce que ça rend, et où les taux de retour sont quand même plus élevés que la moyenne sur le e-commerce pur.
Ouais, les taux de retour, enfin, je le cache pas, enfin, tout le monde le sait, dans la mode, c'est entre 20 et 30%. Nous, on arrive à limiter ça parce qu'on a un vêtement d'extérieur. Alors, il y a moins de coupe fitée, le pantalon, s'il me va bien ou pas. Nous, on tourne aux alentours des 12% de taux de retour. Et dedans, t'as les échanges, t'as les bons, etc. On arrive à baisser, si tu veux, le remboursement entre 6, 7, 8%. Donc, on est plutôt fiers, de cette donnée-là. Et la boutique physique, si tu veux, depuis l'ouverture, moi j'y passe du temps et je vois beaucoup de clients qui viennent, qui passent, qui disent, et je leur pose tout le temps la question, est-ce que vous connaissez la marque? Ils nous disent oui, je connais la marque via les réseaux sociaux, via votre site internet, via votre publicité ou soit via votre passage dans Qui veut être mon associé. Mais est-ce que vous en avez une? Non, j'en ai pas. Mais pourquoi alors? Tu vois, c'est toujours cette curiosité de savoir pourquoi en fait le client il a pas acheté chez toi. Est-ce que c'était le prix? Est-ce que c'était le produit? Qu'est-ce que c'était le frein? Tu vois, la friction. Beaucoup me disent, ouais, mais en fait, le vêtement, si tu veux, j'ai plus de mal à l'acheter sur Internet. J'ai besoin de l'essayer. J'ai besoin de le toucher. J'ai besoin de regarder un peu dans la boutique dans laquelle je suis. Tu vois. Et tous ces sentiments-là qui sont un peu qui sont un peu dans le sentiment, le feeling, etc. On peut pas le mettre sur le papier et l'expliquer concrètement. Ouais. Bah, tu peux donner tous les mots du monde. C'est vrai que cette sensation et ce feeling peut se vivre pour certains et pas à travers que de la créa c'est ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que tu vois la manière dont les sites évoluent, on a de moins en moins de gros blocs de texte explicatifs. Ouais. On insère de plus en plus de contenu dynamique pour essayer de communiquer cette sensation. Mais t'as un truc, t'as une limite qui est liée aussi à ton secteur. Et qui est compréhensible. Et donc c'est aussi une opportunité, comme tu le dis, d'être au contact de tes clients ou prospects potentiels avec une proximité qui est encore plus forte que si tu l'appelais simplement pour un panier abandonné, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, on remarque que, tu vois, on a plein de messages à faire passer sur un site internet qu'on n'arrive peut-être pas forcément. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps que le client a, il est assez réduit. Et encore plus aujourd'hui avec les TikTok, etc. Tu vois, c'est-à-dire que en magasin, il est là pour flâner, il est là pour découvrir. Et on s'en rend compte qu'il y a plein de clients qui avaient nos produits, mais qui connaissaient pas tout ce qui avait autour de ce produit-là. C'est-à-dire que il se transformait en sac, c'est-à-dire le taux d'imperméabilité du produit, la confection à travers les bouteilles en plastique. Tu vois, plein de choses comme ça où lui, au final, sur un site, il a acheté forcément le beau produit porté par le beau mannequin. Il a vu une ligne comme quoi il était imperméable, tu vois, et il a kiffé, il a acheté. Alors que finalement, tu vois, il y a plein de gens qui aussi travaillent de manière, en fait, que tu te rends compte que le consommateur, il a des sujets dont il ne maîtrise pas. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent nous poser la question, est-ce que votre produit, il est déperlant? Alors, je leur dis non, notre produit, il n'est pas déperlant, il est étanche. Déperlant, ça veut dire que l'eau va glisser dessus. Mais s'il stagne, il va pénétrer. Alors que étanche veut dire que l'eau, même s'il stagne, ne va pas pénétrer. C'est des choses qu'on peut expliquer face à une personne physique en magasin que on ne peut pas forcément expliquer sur un site quand le gars, il va pas le regarder. Bien sûr, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne s'adresse pas qu'à un chiffre qui signifie l'intégralité et qui représente l'intégralité de mon trafic. Les niveaux d'éducation diffèrent en fonction des sources d'acquisition. Le niveau de qualification du prospect ou même sa réticence, elle est différente en fonction du type de personne. Et à la fin, on s'adresse à des gens comme toi et moi, des humains, qui ont des objections qu'on peut anticiper sur le site. Notre rôle sur le funnel global, c'est de répondre aux questions qui reviennent le plus, mais c'est difficile de rentrer sur des détails et sur des objections qui peuvent être bloquantes pour certains utilisateurs de manière spécifique. Sinon, on ferait des calls de closing avec tout le monde à l'intérieur du... Mais c'est ça l'exemple que tu prends très très bien, c'est qu'en fait finalement sur le site, le client il est un peu laissé seul à lui-même. Alors on essaye de le driver d'une bonne manière et lui il va aller chercher les réponses à ses questions, mais on aura difficilement le moyen d'apporter plus. Je comprends. On n'a plus que 5 minutes, je vais essayer de te poser quelques petites questions en passant. Quand tu étais sur Qui veut être mon associé, tu dis que le site web il représentait 15% de ton CA à 6 mois seulement du lancement, parce que aussi vous avez décidé de vous lancer en physique. Aujourd'hui, ça représente quoi? Aujourd'hui, notre site internet représente environ 40% de notre chiffre d'affaires. Ok.
Tu parlais de 200 points de vente physiques Yes. À cette époque-là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on est environ à 450 revendeurs en points de vente physique. Ouais. Ok. 3 personnes dans l'entreprise au début, c'était toi, Lily et Félix? Exactement. Moi, Lily et Félix. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est à 15. Waouh. Félicitations, dont 4 ou 5 à la boutique physique. Alors, dans la boutique physique, ils sont 2 en CDI et 2 autres, c'est des alternants. Et ils touchent pas aux autres parties ils touchent pas aux autres parties de la boîte. Ok, donc c'est des vendeurs. Alors, tu as un responsable de magasin, ouais. Tu as un premier vendeur. Et après, les 2 autres, c'est des vendeurs classiques. Ça, c'est un truc que tu as appris là, sur le tas Ouais, on a appris sur le tas et en fait, on a posé beaucoup de questions à des gens qui avaient déjà vécu ça. Et on s'est dit, bon, bah, est-ce que c'est comme ça qu'il faut structurer l'entreprise? Et on a voulu les sortir complètement de notre modèle classique et s'occuper focus que sur la boutique. J'étais à Printemps, je te racontais ça tout à l'heure. Je croise 2 personnes habillées en flotte, je rentre dans le métro, pareil. Donc je suppose que ça t'arrive. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Bah, comme je le disais et comme je te le disais, c'est le meilleur sentiment que peut avoir un entrepreneur, si tu veux, de voir son produit porté par quelqu'un, de le croiser et de se dire, en fait, il sait pas je suis qui, mais tu le croises et il découvre ton produit, il le porte fièrement et toi, tu as une sensation de reconnaissance, mais incroyable, une fierté monstrueuse. Finalement, comme on disait, l'argent, c'est que la conséquence de tout ton travail. Ouais. Mais il faut pas travailler pour l'argent parce que finalement, au début, t'en gagneras jamais et tu seras toujours démotivé. Et si tu travailles que pour ça, tu vas vite abandonner. Ou tu vas avoir un pic, mais c'est pas ça qui va te faire. C'est pas, ouais. Et il faut vivre à travers sa passion, à travers qu'est-ce qui va te rendre fier et qu'est-ce qui va te rendre heureux. Parce que finalement, les victoires, elles sont petites. Il y en a très peu. Alors que les défaites, il y en a beaucoup. Mais c'est grâce à ces petites victoires qui te font que tu supportes la défaite. Et qu'on kiffe le parcours plus que la ligne d'arrivée ouais. qui est tout le temps reculée. Mais c'est ça. Et c'est comme on dit, nous, on fait kiffer les gens la pluie. Les gens ils me disent ouais mais je kiffe pas la pluie. Mais en fait sans la pluie tu kiffes pas le soleil. Tu vois, sans les défaites tu kiffes pas la victoire. Si tu regardes derrière toi c'est parce que tu as eu des défaites que tu te dis ah ouais en fait finalement là où je suis arrivé bah putain j'ai fait un bon job. Ouais. Tu vois. Félicitations pour l'ouverture de la boutique. Merci d'avoir ramené toute l'équipe de déployeurs. Yes. Tu vois, c'était un super moment. On a kiffé. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite maintenant que c'est en place? Bah que la boutique cartonne, qu'on fonctionne très bien et je l'espère beaucoup d'autres événements comme on l'a fait à l'inauguration parce que même moi je me suis éclaté, les équipes se sont éclatées, tout le monde s'est éclaté et c'était un peu une communion, tu vois, ouais. Avec tous les gens qui nous ont soutenus depuis le début. En voyant, je te disais, putain, j'ai passé tellement de temps sur la fiche produit, de voir le mannequin, là, je dis, ça me fait trop chelou. C'était incroyable. Ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci pour tout. Merci pour cette intervention et le partage de ton expérience. Merci pour l'invitation. J'espère que ça a plu à toute la communauté. Écrivez-nous un petit message, posez des questions à Mika. Je le pousserai pour qu'il vienne y répondre un de ces 4. Et je te remercie encore une fois. Merci. Ciao. Ciao.